Marseille, Sénégal, Sénégal, Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique. Animé par Lamine et Richard. Bonjour à tous et bienvenue sur le 88.4 de la bande FM, Radio Galère. Bonne année 2023. Vous êtes dans l'émission Le plateau du Sénégal, comme tous les samedis de 11h à 12h30 avec Lamine. Venez discuter, dialoguer avec nous au 04 91 08 28 10. À tout de suite avec Lamine. Le plateau du Sénégal sur Radio Galère. Merci beaucoup. Bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Et oui, Richard, ça fait très longtemps. Eh oui, nous sommes partis, en tout cas moi, dans un état laisse tomber. Et ça va beaucoup mieux, même si je n'ai pas encore repris le travail, Richard. Ben, tu as terminé l'année assez fatigué, écoute, vraiment, comme beaucoup de gens. Je ne savais pas 24, 31, les fêtes, comment ça s'est déroulé, mais aucune idée, quoi. Voilà, j'ai été presque mourant, on va dire. Mais aujourd'hui, tout va très, très, très bien et j'espère que les semaines à venir aussi iront de mieux en mieux. Et justement, Richard, c'est l'occasion de vous souhaiter tout simplement une excellente année 2023. C'est vrai, vous avez beaucoup de vœux, beaucoup de choses à remplir, beaucoup de choses à faire. Mais sachez que sans la santé, vous n'irez pas quelque part. Hein. Voilà, la santé est extrêmement importante. Donc vraiment, je vous souhaite à vous tous d'avoir
une santé de diamant, je dirais, parce que le fer, ça rouille de temps en temps. Donc, pas de temps en temps, ça rouille. Hein? Voilà, donc le diamant, par contre, ça reste intact. Donc, je vous souhaite vraiment une santé de diamant. Et dès qu'on a la santé, Richard, on ira chercher tout. Et c'est quand on ne l'a pas qu'on se dit, oh merde, enfin, ouais, vous avez compris, hein, excusez-moi. Voilà. Mais en tout cas, voilà, je vous souhaite tout ce qu'il y a de bien, tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il y a de meilleur dans vos vies personnelles, dans vos vies familiales, dans vos vies professionnelles, dans votre vie tout court. Donc, yéen a xam li ngeen bëgg, yal na leen ko yàlla defal. Képp koo xam ne rek am na looy sabab, yal na la ci yàlla dimbali, vraiment jàppale la ba nga xam ne incha allah dinañ ci def ndox mu sedd guy. Et tous ceux aussi qui sont malades, tous ceux qui sont en détresse, tous ceux qui ne sont pas bien. Voilà, parce que voilà, on est nombreux justement à ne pas avoir tout ce que l'on veut, mais oui. Sachez que ça fait partie de la vie, Richard. Effectivement, la vie est une succession d'échecs, de réussites, de déceptions, de tout ce que vous voulez. Mais il faut savoir rebondir, il faut savoir se relever. Et vraiment, je vous le dis du profond de mon cœur, parce que on a eu des gens qui ont perdu leur père, des gens qui ont perdu leur mère, des gens qui ont perdu des membres de leur famille. Vraiment, je vous souhaite à vous tous vraiment beaucoup de courage pour affronter la vie qui va continuer, parce que malheureusement, nous n'avons pas le choix. Voilà, donc après cette entrée en matière, on va dire, nous allons encore attaquer des sujets. Ah oui, Richard, on est dans l'émission Le Plateau du Sénégal. Oui. Donc, on souhaite quand même une excellente année à tous les Sénégalais, notamment à la vie politique du Sénégal. C'est vrai, que Dieu nous donne la paix au Sénégal, que Dieu fasse qu'au Sénégal, vraiment, qu'il n'y ait pas de tension, qu'il n'y ait rien du tout. Je sais que certains sont en train de rigoler, je suis désolé. Mais bon, oui, Richard, ça va être très compliqué cette année au Sénégal. Parce que c'est une année électorale. C'est une année d'élection présidentielle. Les élections présidentielles se passeront au mois de février 2024. Mais toute l'année 2023 sera présidentielle. Je sens qu'on aura des émissions qui vont être très très chaudes parce que ça a déjà commencé. Hier, il y avait l'opposition qui devait manifester. Le président et son préfet, ils l'ont tout simplement pas autorisé. Voilà, avec des arguments, excusez-moi, mais bon. Si je dis fallacieux, on va me dire c'est tendancieux parce que je sais que les amis du président sont en train de m'écouter. Mais dire que je ne vais pas l'accepter parce qu'il y a des travaux, des choses comme ça. Et l'opposition est décidée à en remettre une couche vendredi prochain. Donc, en plus, ils ont dit jusqu'au mois d'avril, parce que le 4 avril, c'est la fête de l'indépendance du Sénégal, on ne pourra pas manifester. Voilà, donc cela veut dire ne déposez pas d'autorisation jusqu'au mois d'avril. Après, on va trouver autre chose. Et puis, bon, on va y revenir sur cette deuxième phase. Et puis avant que je l'oublie, il y a Tchornian, l'ancien conseiller de Barack Obama, le Sénégalais. Il sera ici à Marseille, Richard. Il était déjà au stade Vélodrome, ça a bien réussi. Et Tchornian va animer un masterclass le mardi 17 janvier, donc à partir de 16h30 au World Trade Center. Voilà, donc le thème développement stratégique et leadership des jeunes. Voilà, et il vous demande de venir beaucoup. Je crois que cette fois-ci, il y a la main du consulat du Sénégal dedans. Donc, ils font partie des organisations, des organisateurs. Et donc, du coup, Tchornian viendra discuter comme il le fait très souvent avec les jeunes. Voilà, et pour pouvoir aussi récolter un peu de sous pour financer des projets en Afrique. Voilà, auparavant, je crois que ce sera le dimanche, il sera à Montpellier. Voilà, chez ma sœur Adama Kanté, voilà, qui l'organise là-bas aussi avec les Montpelliérains. Voilà, donc Tchornian est là en tournée. Donc les gars, si vous pouvez y aller le mardi 17 janvier, 16h30, World Trade Center. Voilà, donc vous pouvez participer à ce masterclass et un peu de sous en poche. Voilà. Quoi d'autre, Richard? Bon, je pense qu'on a déjà des invités sur le plateau. On va commencer avec nos invités. Oui, qui sont là depuis très tôt. Tu veux dire que je suis venu en retard, Richard? Moi, j'aime bien ta manière de dire les choses, quoi. On est dans le plateau du Sénégal. Ah oui, c'est vrai. Ici, on dit tout. Merci, Richard, de balancer ton chef. Donc, après, c'est la fin de ton contrat et on passe à autre chose. Voilà. Donc, nous allons recevoir nos invités, comme d'habitude, de Movida pour parler de migration. Et cette fois-ci, oui, Richard, on a fait un peu le tour du monde, mais on n'a pas encore parlé des migrations en Amérique du Sud, notamment au
Brésil. Et nous sommes là, bien sûr, avec Régis, qui est donc le spécialiste en la matière, accompagné de la directrice Sophie Bava, du laboratoire Movida. Et nous allons tout simplement les introduire. Je commence par Régis. Bonjour Régis. Bonjour Lamine. Comment tu vas? Très bien, merci. Ça va, ça se passe? Impeccable. Tu as passé de bonnes fêtes? Merci, super. Bon. Et j'en profite pour vous remercier de l'invitation. Et puis je vous souhaite une très belle année à tous les auditeurs et puis tous les Sénégalais du Sénégal et d'ailleurs dans le monde. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup. Pas de trac, hein? Un petit peu. Oh, ici, ça se passe très très bien. Vous voyez, c'est une émission familiale, tranquille, on est tous ensemble. Voilà, j'en profite aussi pour faire des dédicaces, Richard, à toutes les personnes qui sont en cuisine et qui font le ménage. Parce que j'ai appris que beaucoup de femmes, notamment, nous écoutent en faisant le ménage et en faisant leur cuisine. Voilà, donc écoutez, voilà, si vous pensez que notre place est à la cuisine, vous nous écoutez en cuisine, profitez. En tout cas, voilà, on fait un big bisou. Et Sophie Bava, bonjour. Salut Lamine. Ça va? Ouais. Bon, donc aujourd'hui, c'est les migrations en Amérique du Sud. Mais vous allez continuer à faire ça pour le monde entier? Alors, déjà, merci. Et aussi, je souhaite une belle année à tous les auditeurs et les auditrices en espérant que 2023, ce soit même les hommes qui vous écoutent dans la cuisine, en cuisinant et en balayant, et que les femmes puissent se prélasser et venir faire des émissions de radio. Dans toutes les sauces. En tout cas, oui, le monde change et puis et les gens continuent à migrer, à bouger et à découvrir le monde. Et Régis travaille depuis des années sur ces questions-là aussi. Oui, j'espère qu'on va continuer en 2023 à voir les Sénégalais dans le monde, puisque ce plateau du Sénégal est international et que l'émission est écoutée partout, et qu'il y a effectivement une dynamique aussi de ces migrations sénégalaises qui permettent de comprendre le monde aussi. Bon, merci en tout cas pour cette introduction qui me permet très rapidement de poser la première question à Régis. Régis, pourquoi avoir choisi la migration des Sénégalais, par exemple, en Amérique du Sud? Pourquoi les Sénégalais? Belle question pour commencer, Lamine. Bon, c'est directement mettre en lien avec mon histoire personnelle, en fait. On sait souvent qu'en sciences sociales, et d'ailleurs en sciences en général, les objets d'études, ils sont souvent imbriqués avec les trajectoires personnelles. Et dans mon cas, j'avais commencé il y a de très longues années à étudier le phénomène des migrations en Algérie, dans le sud de l'Algérie, dans le désert, à Tamanrasset. Et puis, entre-temps, je me suis marié avec une Colombienne et j'ai eu un enfant avec. Et puis, donc j'ai arrêté mes recherches et on est parti en Colombie. D'accord. Je me suis installé là-bas, j'ai commencé à être professeur de français. Et puis, au bout d'un moment, quand même, la recherche était toujours importante pour moi. Et puis, j'ai vu qu'il y avait donc des migrants africains et sénégalais qui arrivaient plutôt dans le cône sud de l'Amérique latine, c'est-à-dire en Argentine et au Brésil. Et donc, j'ai repris mes travaux. Et grâce aussi à l'appui de Sophie et du LPED, j'ai pu avoir des financements pour finir ma thèse. Donc, j'ai fini ma thèse en 2013 sur les migrants africains à Buenos Aires. Voilà comment tout a commencé pour moi. J'ai toujours eu un œil un peu aiguisé sur ces migrations africaines ailleurs, donc je restais à l'écoute et ça a surgi en fait. Je ne m'attendais pas à reprendre la recherche et puis voilà. Et puis finalement je suis revenu. Après ça a été le Brésil. Enfin voilà et maintenant. D'accord. Bon, de toute façon, la recherche ne s'arrête jamais. Ça continue et comme j'ai souvent l'habitude de dire à Sophie, est-ce qu'il vous arrive de trouver quelque chose depuis le temps que vous cherchez? Oui, mais depuis que tu es venu à Agadir, je suis persuadée que tu nous comprends mieux. Ouais. Ça, c'est vrai. Je vous comprends bien avec justement tous ces thésards justement, que nous saluons parce qu'il y en a beaucoup maintenant qui continuent à nous écouter et vraiment qui sont branchés le plateau du Sénégal. Justement, Régis, qu'avez-vous retenu justement de cette nouvelle immigration, on va dire, sur ce continent-là? Alors, ce que je retiens d'abord, c'est que les routes se reconfigurent en permanence, les routes migratoires. On peut déduire que ça a surgi aussi en lien avec ce qui se passait en Europe. Ici, vous en avez sûrement débattu déjà. Les politiques de fermeture en Europe ont entraîné des redéploiements.
moi, mes travaux, donc, j'ai essayé de revenir un peu sur la genèse de ces migrations en Argentine d'abord. Donc ça s'est passé un petit peu dans les années 90. Il y avait des Maliens d'abord à l'origine qui étaient coincés un peu qui étaient coincés carrément en Libye et qui avaient déjà essayé de rejoindre l'Europe, mais devant les refus des ambassades et des consulats pour obtenir un visa, ils ont considéré l'Amérique du Sud un peu comme une première étape qui aurait pu les ramener vers les États-Unis, voire vers l'Europe, hein, après avoir... Donc c'est un moyen de s'extirper un peu du continent africain. Il y avait déjà des ambassades du Brésil, par exemple à Tripoli et dans l'ensemble du continent. Donc ça leur a permis de rebondir un petit peu en quelque sorte. Il faut savoir aussi qu'à cette époque-là, l'Argentine, avant qu'il y ait la crise économique de 2001, il y avait des opportunités de travail intéressantes, surtout dans le secteur de l'immobilier. Il y avait un boom de l'immobilier à cette époque-là et c'était des Maliens qui étaient déjà habitués aux travaux de construction durant leur séjour en Libye. Donc ils ont pu s'insérer de cette manière-là. En plus, le peso argentin était très, très fort à l'époque, donc ça a attiré un peu... Le peso, c'est la monnaie. Voilà, la monnaie argentine, excusez-moi. Pour préciser, il était indexé sur le dollar à cette époque-là. Donc $1 était égal à un peso, donc on peut penser qu'effectivement ça a attiré les migrants qui ensuite pouvaient envoyer des mandats conséquents à leur famille. Hein, et on sait combien c'est important les mandats pour les économies locales et familiales d'Afrique de l'Ouest. Donc le type de travail qui est exercé là-bas, c'est surtout dans le bâtiment ? Au départ, je parle des pionniers. Hein. Si on remonte un peu l'histoire, donc ça c'était au début des années, enfin dans les années 90, ils arrivaient un petit peu de manière individuelle, un peu éparse comme ça, de cette manière. Et puis les Maliens, la plupart sont repartis. En fin de compte, ils ont réussi leur idée de départ. Mais au même moment, il y avait quelques Sénégalais qui arrivaient aussi. Donc je parle toujours des années 90, hein, des gens qui étaient habitués déjà à l'aventure et à des expériences migratoires. Hein. J'ai des cas de personnes qui avaient déjà habité en Arabie Saoudite ou dans d'autres pays africains. Et puis, par des rencontres ou un petit peu par le hasard, on arrive en Argentine, hein, on rencontre dans des consulats, des ambassades. Et puis... Et finalement, eux, par contre, ils ont eu des trajectoires de réussite. Hein. Ils ont réussi à travailler dans l'industrie automobile, par exemple. Donc, ils ont eu quelques réussites. Ils commençaient à se faire connaître au Sénégal, acquérir un peu de prestige en envoyant des mandats, en investissant dans l'immobilier, dans des maisons, etc., avoir des mariages. Et donc, ça a attiré... d'autres personnes, bien évidemment, qu'au même moment, l'Europe se bloquait. Donc, la migration est toujours un moteur important des structures sociales et familiales dans cette région. Donc, beaucoup ont tenté l'aventure. Et puis là, ça s'est structuré. Hein. Il y a eu, dans les années 2000, là, il y a un gros flux et 2010, hein, de Sénégalais et de Ouest-Africains en général qui arrivent au Brésil et en Argentine, quoi. Voilà comment ça s'est passé. Ensuite, alors le Brésil est un cas intéressant aussi parce qu'au même moment en fait, que les politiques européennes étaient restrictives, dans cet endroit-là du monde, en Argentine et au Brésil, c'était le contraire qui se passait. C'était des politiques d'ouverture, d'accueil. On a régularisé des sans-papiers. Il y avait aussi des décisions politiques qui ont favorisé cet accueil de migrants, toute une rhétorique aussi qui faisait la part belle aux migrants dans la construction de ces pays-là. Et donc, les Africains, les Sénégalais ont bénéficié de ces mesures-là pour pouvoir s'installer à cette époque-là. Et le Brésil est un cas intéressant aussi parce que pendant les 2 mandats si je fais trop long, vous me dites, hein, parce que je suis lancé là. Pendant les 2 mandats de Lula, en 2003 et 2011, il est revenu au pouvoir il y a très peu de temps, il a non seulement... privilégier une politique d'accueil, mais aussi une politique africaine volontariste, une politique étrangère volontariste. C'est-à-dire qu'il y a eu des investissements qui ont été faits en Afrique, un développement de la coopération sud-sud. Il y a eu des ouvertures d'ambassades, des lignes aériennes qui se sont créées. Donc un rapprochement comme ça avec l'Afrique, hein, en le justifiant que, déjà parce que le Brésil s'affirmait sur la scène internationale, un rôle de leadership, et puis aussi de leader un petit peu tiers-mondiste, de renouer avec cette figure-là pour trouver des nouveaux partenaires dans le monde. D'accord. Et donc, les migrants africains, ils se sont un peu appuyés sur ces réseaux d'ambassades pour pouvoir ensuite partir. Ça a facilité les choses. Et c'est à ce moment-là que, par exemple, pour vous donner un ordre de grandeur, en 2000, on avait à peu près 1000 Africains au Brésil. Ouais. Aujourd'hui, on en a 50 000.
Ah ouais. Donc il y a eu aussi, pour vraiment finir sur le tableau général, et pour l'explication de ces migrations, il y a aussi les événements sportifs. La Coupe du Monde 2014 et les Jeux Olympiques 2016 au Brésil qui ont joué un rôle important dans cette attraction. Il y a beaucoup de supporters qui sont venus, des Ghanéens, des Camerounais, des Nigérians qui sont venus supporter leur équipe au mondial et qui sont restés à la suite, donc qui ont profité de ces mobilités sportives pour s'installer ensuite au Brésil. D'accord. Voilà. Bon, en tout cas, merci de nous avoir campé justement le sujet. Sophie, toi qui coordonnes un tout petit peu tous ces thésards, ces doctorants, ces migrations, de par l'expérience que vous avez, comme dirait Omar Sy, et pour ne pas faire de polémique ici, hein, voilà, nous, on est plus proche de la France, tout ça, que des États-Unis, de l'Amérique, tout ça. Qu'est-ce qui fait que cette route, à un moment donné, a bifurqué? C'est ce que Régis a expliqué, c'est le blocage de l'Europe, c'est la fermeture des frontières, ce qu'on évoque depuis presque un an maintenant dans ton émission, et toutes les conséquences aussi finalement de ces blocages de frontières qui étaient des routes historiques qui se retrouvent maintenant fermées, sécurisées, militarisées, etc. Et de fait, les gens Mais vont les autres aussi, ils contourner. ont des problèmes quand même, les Américains. Enfin, en tout cas, de l'autre côté, on ferme aussi des... Oui, tout à fait. Mais par contre, dans les possibilités, dans les lieux des possibles, l'Amérique latine reste un espace des possibles pour les gens qui veulent partir parce qu'il y avait des visas qui étaient possibles. Et ça aussi, il y a toute une politique aussi de circulation qui va s'organiser par rapport à là où les visas sont disponibles. Et à partir de là où les visas sont disponibles, on part et puis on voit comment peut-être rejoindre d'autres frontières. Donc l'idée au départ des gens qui partaient, c'était pas effectivement, comme le disait Régis, de s'installer forcément en Argentine ou au Brésil, c'était de remonter la route vers les États-Unis ou le Canada. Et ce qui s'est passé et ce qui se passe souvent, et c'est en ça que l'immigration, les routes, observer les routes est vraiment intéressant aussi, c'est que l'immigration crée des opportunités. Déjà pour les gens qui partent, ils se rendent compte que finalement, finalement, il y a des niches d'emploi à tel endroit. Pourquoi j'irai aux États-Unis puisque finalement, là, je peux bosser, etc. Et d'un autre côté, on se rend compte que pour les États qui accueillent et qui n'avaient pas forcément pensé cet accueil-là, vont naître des opportunités auxquelles ils n'avaient pas pensé. Et c'est le cas au Brésil, sur une expérience que Régis a fait dernièrement, autour de l'abattage halal au Brésil, où en fait, finalement, l'arrivée de musulmans au Brésil a permis d'alimenter une industrie, mais il peut nous en parler maintenant parce que c'est vraiment intéressant. D'accord, donc finalement, Régis, les gens, ils viennent pour chercher du travail, en tout cas vous l'avez dit au début, donc sur le bâtiment, etc. Mais les gens, ils se déplacent aussi avec leurs croyances. Ah oui, oui. Dans un pays, au Brésil, où je pense que quand même c'est chrétien, comment les musulmans trouvent leur place là-bas? Ce qui est intéressant, c'est comment la migration, elle va créer des opportunités pour les pays eux-mêmes. Nous, c'est toujours dans Movida, tu as vu, la migration, c'est une ressource. Donc évidemment, on pense toujours les migrants comme des gens qui sont en quête de meilleur d'avenir, Oui. etc. On passe toujours du point de vue du migrant qui est pauvre, qui est désarçonné, qui va... Mais c'est des richesses pour les pays dans lesquels ça arrive. Ah oui. Les migrations sont aussi des richesses. Ouais, mais ça dépend de comment le pays accueille cette forme de richesse. Eh bien, ça dépend aussi où on met le focus nous-mêmes. On pourrait ne pas le voir, mais par exemple, là, cette industrie, c'est hyper intéressant. Oui, Régis. Oui, non, c'est tout à fait ça. En fait, ça dépend de qu'est-ce qu'on regarde et qui on regarde, en fait. Et ce que dit Sophie, c'est très important, puisqu'il y a vraiment une concomitance entre l'explosion de la production halal de volailles dans les 3 États du sud du Brésil, qui sont le Paraná, Santa Catarina et Rio Grande do Sul, qui sont des États qui sont à la frontière avec l'Uruguay et l'Argentine, et le Paraguay, pour le Paraná. Il y a une concomitance entre ce boom à l'exportation. Le Brésil, c'est le pays qui exporte le plus de poulet halal maintenant, et le plus de poulet au monde. De poulet halal aussi. Et donc, il y a une concomitance entre l'arrivée de migrants musulmans. Il n'y a pas que des Sénégalais, il y a aussi des Bangladais, il y a aussi il y a eu des Syriens à un moment, et bon, il y a toute une population musulmane qui est arrivée et qui a permis à ces entreprises de réaliser, de décupler leur chiffre d'affaires, d'intensifier la production d'une manière
brutale. Moi, j'ai observé un seul abattoir industriel de poulet dans le sud du Brésil, donc dans une ville qui s'appelle Passo Fundo, qui est dans l'état de Rio Grande do Sul. La capitale, c'est Porto Alegre, voilà, de cet état-là. Pour un seul abattoir, il y a 2500 travailleurs. Il y en a plus de 1000 qui sont d'origine étrangère. Bon, ils font pas... on parle de 360 000 poulets par jour. Ah ouais. Donc, un seul abattoir, 360 000 poulets. Égorgé. Il faut voir les images. Hein, Voilà. Malheureusement, à la radio, je ne peux pas montrer les photos. Ouais. Mais c'est du travail à la chaîne, intensif. D'ailleurs, ça peut créer des tensions aussi parce que les migrants, ils sont perçus comme des gens qui travaillent, qui n'arrêtent pas de travailler. Ça, c'est la perception, la représentation des autres travailleurs qui passent leur vie à l'usine et donc qui contribuent à intensifier cette chaîne de production et à dégrader les conditions de travail. Évidemment, il faut replacer les choses dans leur contexte et avoir à l'esprit que sous le mandat Bolsonaro, donc ce leader d'extrême droite qui est heureusement sorti du pouvoir il y a très peu de temps, il y a une réduction drastique. Mais quand je dis drastique, c'est presque 90% de postes en moins d'inspecteurs du travail. Donc ça libère tous les abus possibles, les contrats de travail étaient très peu, les horaires de travail étaient très peu respectés. On a eu des cas de discrimination, des cas d'abus dans le travail. Donc ça aussi, ça crée des tensions, évidemment. Oui, mais quand même, là, vous avez dit, Bolsonaro n'est plus là, il y a Lula qui l'a remplacé, mais malgré quand même cette gouvernance de Bolsonaro, j'ai l'impression qu'on entend plus de problèmes de musulmans, de racisme en France qu'au Brésil. Alors, sur l'islam, je dirais que oui, c'est parce que l'islam, c'est très minoritaire au Brésil. Enfin, ça n'a pas la même portée qu'en France et en Europe. C'est pareil, c'est minoritaire aussi en France. Oui, mais pas dans les mêmes proportions. Et puis, ça fait des années qu'il y a une histoire commune. Voilà, une histoire commune, exactement. Au Brésil, c'est plus sur le côté racial qu'il faut regarder les discriminations. Hein. Le Brésil, c'est pas un pays comme on se l'imagine, de métissage parfait comme on nous vend, avec la démocratie raciale, où finalement ces lieux d'excellence, d'égalité raciale seraient la plage, la samba, le football, tout ça ça participe d'une mythologie, en fait, qui d'ailleurs, c'est très intéressant à analyser dans l'histoire, puisque pendant la dictature, on interdisait de prononcer le mot racisme au Brésil. C'était interdit. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a une politique du déni. Et c'est resté dans les inconscients. Et aujourd'hui... Donc tout ça, c'est l'héritage évidemment de l'esclavage, que l'abolition de l'esclavage au Brésil, c'est en 1888, c'est le dernier pays à avoir aboli l'esclavage. Donc les inégalités raciales demeurent, on a une correspondance vraiment importante entre la hiérarchie sociale, si vous voulez, l'accès aux postes les plus importants et l'ordre racial, c'est-à-dire que les métiers les plus pénibles sont toujours réservés aux Noirs, et puis... à contrario, l'élite est blanche. Donc il y a eu tout ce processus-là. Finalement, ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y a des politiques d'accueil qui permettent aux Africains de s'installer, c'est une réalité, mais cette politique d'accueil, elle est limitée par les violences raciales qui sont structurelles au Brésil. Hein, on a 75% de victimes qui sont en priorité noires. De victimes de meurtres et d'assassinats au Brésil, ça touche en priorité les Noirs. 3 fois plus de chances pour un Afro-Brésilien de mourir de cette manière violente qu'un Blanc. Donc ça touche aussi, ils sont aussi prisonniers de ça, si vous voulez. Ok. Richard, justement, dans cette continuité, tu m'as parlé Oui, j'avais un petit retour sur l'histoire, justement, historique par rapport à la colonisation et tout ça. À l'occasion de la Coupe du Monde au Qatar, on a découvert des supporters argentins assez fascistes qui ont chanté des chansons contre Mbappé. Et des internautes, d'autres personnes ont fait des recherches et ils se sont rendus compte qu'après l'esclavage, les Noirs, pendant la colonisation, il y a eu des Noirs en Argentine et dans toute l'Amérique latine. En Argentine, les Noirs ils ont disparu, voire supprimés. Qu'en est-il? Est-ce que vous êtes revenu dessus ou pas? Moi, j'ai remarqué qu'il n'y a aucun Noir dans l'équipe d'Argentine. Et quand même, on est en Amérique du Sud. Et ce qui est important de voir aussi, c'est que même au Brésil, au fur et à mesure du temps, on s'aperçoit que le football est de moins en moins populaire. Parce qu'on parle de l'Argentine, mais le Brésil, les équipes se blanchissent au fur et à mesure de l'époque. Ah bon? Oui, parce qu'il y a toute une formation qui coûte cher maintenant pour être footballeur. Ça coûte de l'argent pour envoyer son enfant jouer au foot. Et on recrute de moins en moins dans les favelas. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais retournons sur l'Argentine.
Alors l'Argentine, c'est un processus historique très long d'invisibilisation des Noirs en Argentine. Il y a des Afro-Argentins qui sont restés à la marge dans les périphéries, qui ont été envoyés aussi dans les guerres avec les pays voisins au 19e siècle, où il y a eu beaucoup de gens qui ont été massacrés, qui ont été éliminés de la carte. Et donc il y a toujours... aussi au Brésil, en Argentine, moi je le relierais avec ce qui se passe dans le sud du Brésil, c'est un peu le même espace culturel et social. Il y a une grosse immigration européenne qu'on a favorisée, qui devait venir pour remplacer ces esclaves avec l'abolition de l'esclavage, on n'avait plus accès à cette main-d'œuvre. Et les indigènes qui y étaient aussi. Et les indigènes aussi qui étaient là. Donc il y a eu tout un processus d'attraction, d'essayer d'attirer une main-d'œuvre qui venait d'Europe aussi, au 19e siècle et 20e siècle. Et on a vendu aussi dans le récit national cette façon de dire l'Argentine est un pays européen. Donc c'est aussi une image. C'est vrai que où on met le curseur, qu'est-ce qui est noir, qu'est-ce qui est blanc, tout ça c'est très compliqué, quoi. Mais il y a cette invisibilisation du noir qui est très forte en Argentine, avec évidemment un racisme aussi structurel, mais comme au Brésil aussi pour différentes raisons. Mais d'un côté, on les a complètement invisibilisés, de l'autre côté, ils sont visibilisés, mais ils sont marginalisés. Donc au final, c'est... Mais c'est un vaste débat, il faudrait qu'on ait du temps parce que là, on s'éloigne. C'est vrai que quand on parle de la France, on dit qu'il y a trop de Noirs. Voilà, dans l'équipe de France. Et d'ailleurs, ça fait débat partout, mais quand même, dans l'équipe d'Argentine, c'est vrai, finalement, il n'y a même pas eu débat. Les gens trouvent que c'est normal et personne n'en parle dans des pays où, effectivement, il y a une forte présence, quand même, aussi, comme vous le dites, de la communauté noire. Est-ce que vous avez élargi un tout petit peu vos études dans tous ces pays sud-américains, Colombie, Équateur, etc. Est-ce que c'est la même gestion, on va dire, du cas des étrangers et des musulmans? Alors, en ce moment, il y a eu... tout à l'heure, on disait il y a quand même les économies de ces pays-là, du Brésil et de l'Argentine, ont vraiment été mises à mal ces dernières années et on assiste à des réémigrations, à des départs vers donc une route qui part du Brésil jusqu'aux États-Unis. Et ça, c'est ça aussi 5-10 ans, quoi, depuis que vraiment ça devient... Parce que le salaire à l'époque, les mandats étaient beaucoup plus élevés puisque la monnaie était... Même au Brésil, le peso, moi quand j'y étais en 2014... Le réal, pardon, quand j'étais en 2015, 2014-15, quand je suis arrivé, 1 euro, c'était 2 réals. Donc là, c'était favorable. Et maintenant, c'est 5 réals. Donc la monnaie, elle a perdu plus de 50% de sa valeur. Donc ça a mis beaucoup de gens sur les routes aussi, de viser des espaces moi, j'ai rencontré le cas d'un Sénégalais, par exemple, dans la ville où j'étais, qui était très bien installé, qui avait un poste intéressant dans une usine de métallurgie, il faisait toute la question de la logistique et la réparation des machines, etc., qui avait un bon salaire pour un Brésilien, largement au-dessus du salaire minimum, 3 fois au-dessus du salaire minimum, et qui avait quand même un statut, puisque c'était donc le représentant de l'association des Sénégalais à Passo Fundo, et qui se pose la question quand même de partir, quoi, parce qu'il me dit, moi, si demain... je peux gagner en 1 semaine ce que je gagne en 1 mois, même si c'est un métier qui est plus pénible et plus difficile et que je dois repartir à zéro, il se posait quand même la question, alors qu'il avait quand même un statut important. Donc on est dans cette dynamique-là, il n'y a rien qui est figé, quoi, en fait. Et puis quand on remonte le continent, là on s'expose quand même à d'autres choses. C'est pas du tout les mêmes logiques, c'est des logiques de transit un peu, même si j'aime pas ce mot, mais puisque les gens sont bloqués de plus en plus... aux frontières sud des États-Unis. Donc ils essayent de remonter jusqu'au Mexique. Il y a beaucoup de... On a pas mal de collègues qui travaillent à Tijuana, où on était allé. Justement, il y a le Colerio de la Frontera Norte, où il y a plein de collègues qui étudient aussi ces questions-là, parce qu'on arrive face au mur. Finalement, aux États-Unis, il y a un mur. Nous, on a la Méditerranée, on a ce qu'on disait, des barbelés, des frontières,
et des camps un petit peu partout pour empêcher les gens d'arriver. Et le modèle, c'est le modèle américain qui s'exporte de plus en plus avec des murs. Et le sud des États-Unis, c'est effectivement... c'est le premier mur, quoi. Qu'on a, enfin, si on ne parle pas d'Israël et la Palestine, c'est le premier mur, Ouais, on exporte des murs aussi parce qu'il faut passer les frontières. Par exemple, en Colombie, il y a un gros problème entre la Colombie et le Panama. Il y a pas la frontière naturelle, c'est une jungle, littéralement. Je pèse mes mots parce que j'ai habité un peu en Colombie et ils n'aiment pas le mot jungle, parce que quand on parle de jungle, voilà. Mais là, c'est vraiment la jungle et des passages très compliqués avec beaucoup de gens qui meurent, comme ce qu'on peut voir dans le désert ou ce qu'on peut voir en Méditerranée. C'est des passages très difficiles, très périlleux, avec aussi une mafia qui se greffe derrière et qui exploite tout ça. Donc il y a des logiques différentes. Au Brésil et en Argentine, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout la même réalité. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire la différence entre les espaces, les trajectoires, les politiques. Enfin, il y a tout ça. Et après, la question religieuse, celle que tu évoquais, elle reste très importante aussi. Ce que Lamine t'a un petit peu posé comme question aussi à un moment donné, c'est vrai que l'islam, dans tous les cas, ça peut être une ressource. Et ce qui était intéressant dans ces terrains au Brésil, ou même en Colombie, c'était de montrer, en Argentine, ça a été de montrer aussi que la religion peut permettre de s'insérer dans des réseaux aussi, et petit à petit d'obtenir un travail, etc. Et dans les derniers terrains, il y a pas mal de daïras d'ailleurs qui sont installés sur place. Et tu y étais au moment du Magal, je crois, en plus. Donc oui, c'est vrai que la religion, c'est vraiment une ressource, parce que c'est non seulement une ressource pour ces usines qui exploitent ces poulets, mais aussi pour les gens qui essayent de trouver du travail. Ça régénère les mosquées aussi, puisqu'il y a une population musulmane qui arrive un petit peu en nombre. Et ça permet tout le développement de sociabilité entre les personnes, et ça crée des liens. Et il y a aussi des conversions qui s'opèrent, des alliances... entre hommes et femmes, entre brésiliennes et sénégalais, et tout ça c'est très dynamique, quoi. Enfin, c'est en mouvement, quoi, comme on dit, quoi. C'est une société en mouvement, c'est pas figé. Je vois que Richard, c'est très très intéressant, mais la montre là qui file à une allure, donc je te laisse poser la dernière question. Voilà, c'est une question d'actualité. Le président Biden a annoncé qu'il allait donner des milliers de visas à tous ceux qui viennent du sud d'Amérique latine. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous y croyez? Alors là, écoute, si ça fait partie du package des vœux 2023, nous, on est tout à fait partants et on l'encourage à le faire. Évidemment, j'imagine qu'il va s'opposer à une grosse partie de la population, vu le contexte et les imaginaires dans lesquels les amis Trump. Mais pour nous, évidemment, on ne peut que souhaiter que ça se fasse, parce que ça régénère nos sociétés qui s'enferment de plus en plus et qui vieillissent. En tout cas, vraiment, c'est comme d'habitude un plaisir. Le temps est toujours très court, vraiment, de parler de ces sujets de migration maintenant qui commencent, Richard, à prendre en tout cas toute sa place au sein de notre émission, parce qu'effectivement, nous sommes très concernés avec toutes ces migrations, même si on sait que, comme on a l'habitude de le dire, personne n'arrêtera cette migration, parce que tout simplement, c'est quelque chose qui est naturel chez l'être humain de se déplacer. Les Occidentaux se déplacent comme ils veulent en général un peu partout dans le monde. Ils prennent juste leur sac là, tranquille, partent au Sénégal, partent un peu partout. Et nous, pour se déplacer, c'est la croix et la bannière. D'ailleurs, je ne sais pas à quoi ça sert la francophonie, nous qui sommes dans la francophonie, et qu'on parle plus le français en Afrique aujourd'hui qu'en France, mais nous, la francophonie, nous apporte rien, mis à part, bien sûr, venir prendre nos ressources, nos matières premières et partir. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, en tout cas, Régis, merci beaucoup d'être venu pour nous parler de ça. Bon, Sophie, donc on s'est dit aussi au mois prochain, on essaiera aussi de trouver des sujets en lien avec... Peut-être foot et migration. On y tient. Oui, on y tient. Avec éventuellement une star. On va essayer. Voilà, donc du coup, on parlera de tout ça. En tout cas, merci à vous. Voilà, et puis nous allons continuer dans le dur avec la politique du Sénégal, parce que cette année, ça va être très très chaud, parce qu'on va changer de président de la République ou pas en 2024. Et là,
les choses ont commencé. D'ailleurs, Ousmane Sonko, qui ne voulait pas du tout s'adresser à RFI France 24, a fait hier une sortie avec RFI et France 24. Cela veut dire que les lignes commencent à bouger et que les choses sérieuses arrivent. Richard, un tout petit peu de musique en attendant de dire au revoir à nos invités et on revient. À l'antenne. Plus. Abou Bandi de Kabongo. Bonne année, oh. Bonne année, oh. Yeah, bonne année, oh. Autorité pour le Dorobo. Bonne année, oh. Bonne année, oh. Ceux qui ont volé les femmes des gens, qui ont volé les maris des gens. Bonne année, oh. Y'a pas rancune, oh. Donc, ceux qui ont fait les bérets sur vous, qui vous ont critiqué, mais malgré tout, tu es debout. Ahmed Touré, à tous nos fans et mélomanos, vous et vos familles, quand c'est bon, vous êtes là. C'est pas bon, vous êtes là. Oh. À vous, oh. Wilfried Laglaou, à tous nos parents et soutiens, oh. Et à tous les médias qui sont forts dans Béret, oh. Ceux qui ont volé les femmes et des gens, El Popino, qui ont volé le mari des gens. Bonne année, oh, y'a pas rancune, oh. Donc, ceux qui ont fait les bérets sur vous, qui vous ont critiqué, mais malgré tout, tu es debout. Président docteur Aboulaye Meïté, notre Seigneur Kapi, le génie qui a grandi Magradel, le roi 12-12. C'est dans fin de bonne année, j'étais à l'hôpital, c'est là j'ai vu un malade, aller au docteur. Ma santé c'est comment? Ikakou le silencieux. Docteur, j'ai payé tous mes médicaments. Rodrigo Bolou, j'ai payé toutes les ordonnances. Ils sont guichets automatiques. Mais ma santé là c'est comment? Joël Chouchou de Paris. C'est là le docteur venu dire. Ali la sagesse. Moi que tu vois là, je ne fais que soigner. Président MBC. Mais la guérison c'est Dieu. Et le jour de ta santé là, c'est Dieu qui connaît. Donc si tu as la santé, coach au monde chic. Chaise d'abord ta santé, le reste est gérable. Clotaire Kwasi, bonne année, Junior Dollar, yeah, bonne année, Amadou Sophia. Ceux qui ont volé les femmes des gens, Abloba de Paris, qui ont volé le mari des gens. Bonne année, y'a pas rancune, Abdoul Razak. Donc, ceux qui ont fait les bérets sur vous, qui vous ont critiqué, mais malgré tout, tu es debout. Et ton garçon bio, Adamo Lacoste, Gouvé Benzema. Il n'est pas donné à tout le monde de rentrer dans la nouvelle année. Mais Yahweh a cessé. Félix Logan, à la tape à laisser tomber. Monsieur Diarra, Café Cacao. Emma Lolo, dédicace spéciale à tous les DJ de Côte d'Ivoire et de la diaspora. Fais un coup à ton voisin. Bodaba 1, Bodaba 2. Abraham le prophète. Un petit câlin. Sauve-moi. Mets ta voisine sur tes pieds. Et toi la voisine, mets le voisin au dos. Alex Ocassien. Fais un coup à ton voisin. Sonko Gucci. À ta voisine. Sorito pied de banque. Un petit câlin. Pika Montana. Ceux qui ont volé les femmes des gens. Sergino BCC. Qui ont volé le mari des gens. Ma visco jamais photo. Bonne année, oh, y'a pas rancune, oh. Donc, ceux qui ont fait les bérets sur vous, qui vous ont critiqué, mais malgré tout, tu es debout. La paillasse, le milliardaire, Bassamois. Capitaine Zito, le brassachet. Ladignon, le mignon. Stéphie Canon, 2 fois Canon. 2023, l'album Touva Liller arrive. Le plateau du Sénégal sur Radio Galère. On va retrouver tout de suite Lamine avec notre appel. Et puis Lamine aussi, il faudrait qu'on a parlé d'Amérique latine. Il faudrait que tu fasses une prochaine émission sur les Noirs en Amérique latine parce que c'est un sujet important, je pense. Ben écoute, pourquoi pas, effectivement, c'est vrai qu'on n'en parle jamais de ce côté-là. Bon, déjà, aujourd'hui, on a commencé à en parler, voilà. Et oui, aller faire un tout petit peu le tour du monde. C'est vrai qu'on est en France, on ne nous parle que des problèmes en France, quoi. Voilà, on ne sait pas ce qui se passe et on a l'impression que d'ailleurs même
que ce problème est mondial. Et finalement, quand on les écoute, quand on a entendu Régis parler justement de tous ces musulmans qui arrivent au Brésil et qui développent cette industrie du halal ou des choses comme ça, nous, ici, au contraire, le halal, il est caché. Voilà, quand tu vas dans les magasins, c'est dans un petit coin. Des fois même, quand tu es en train de chercher des choses halal, certains te regardent genre, mais c'est quoi ton problème? Pourquoi tu vas chercher le halal? Bon, voilà. Alors qu'aujourd'hui, c'est une grande industrie. Oui, Richard, on devrait aussi, nous, élargir, en tout cas, notre spectre. D'ailleurs, c'est l'objet de notre invitation mensuelle avec Movida pour parler d'immigration internationale, parler un tout petit peu de tout ça au-delà. La diaspora africaine à travers le monde. Effectivement, et qui a sa continuité aussi différemment dans ton émission La Cité Métisse. Tout à fait. Voilà, je vous suis. Hein. Voilà, ben, écoutez, en tout cas, merci beaucoup à nos invités et puis on se dit au mois prochain. Voilà, Richard, avant de commencer, quand même, j'aimerais faire une dédicace spéciale à mon jeune frère Idrissa Wade. Voilà, donc Idrissa Wade qui défend la France. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'ailleurs du film Les Tirailleurs, hein, voilà, qu'il faudra aller voir. Voilà, mais au-delà aussi des tirailleurs, on peut aussi parler de leurs descendants aujourd'hui, bien sûr, très souvent dans des situations compliquées, mais d'autres comme Idrissa Wade qui continuent à défendre la France et vraiment, tu te dis que ce sont des véritables guerriers. Quand je discute avec lui, qu'il me dit ce qu'il fait, etc. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'il travaille dans une unité assez spéciale, donc on va s'arrêter là. Mais en tout cas, boy, maa ngi lay féliciter sur ce liggéey et puis yow ak yeneen Sénégalais yeeg Africains yi nga xam ne yéen a ngi job vraiment pour continuer à défendre la France dans des causes profondes. Yal na leen Yàlla jàppale ci liggéey bi. Je pense aussi à ma tante depuis le Sénégal, Mère Kiné Goundiam. Mère Kiné Goundiam qui s'est beaucoup battue ici avec du Abdoulaye Wade à l'époque donc de la politique ici. Je pense à tonton Alpha Bodian, donc notre vaillant commandant ici. Tonton Diego Kouaté, voilà, donc ñoom ñëpp vraiment, Richard, ce sont des gens qui nous encouragent, qui nous écoutent. Grand Issa Ndoye, voilà. Pardon. Je pense également à nos amis Richard de Diaspora deuxième mi-temps, hein, donc avec l'inébranlable Mamadou Ndiaye, accompagné donc de son ami Moïse, voilà, et puis aussi Malaye Ndao, j'ai vu que tu es dans nos murs. Malaye Ndao, ancien président donc des Sénégalais, des étudiants sénégalais de Provence. Voilà, donc Richard, comme je l'ai dit, le Sénégal va entamer une année électorale. C'est vrai qu'on souhaite la paix, on souhaite vraiment qu'il n'y ait pas de tension, mais malheureusement, je crains que cette année soit encore une escalade dans les tensions parce que le peuple sénégalais est face à un président de la République qui n'a envie de rien lâcher. Et quand on entend les propos encore, on va dire, étonnants et détonnants de son ministre de la Justice, qui a fait quand même qui a en tout cas rectifié les éléments de... Putain, je perds mes mots là. Les éléments de... bon, vous avez tous compris. Voilà, le président voudrait faire un troisième mandat. Ismaël, voilà, le tailleur de la Constitution, Ismaël Madior Fall, qui est l'actuel ministre de la Justice. Richard, je crois qu'on avait ces propos, Ismaël Madior Fall, qui nous parlait que nul ne peut faire plus de 3 mandats consécutifs. Ah, voilà, il va falloir chercher ça et il a radicalement changé de sujet. Il a dit maintenant, si vous dites au président Macky Sall que vous avez bien travaillé, il faudra briguer un troisième mandat, il va le faire. Voilà, donc... voilà le président Macky Sall avec son gangor qui risque encore de mettre le pays à feu et à sang. Mais je crois qu'on a quelqu'un qui est en ligne depuis le Canada. Allô? Lamine. Oui, allô? Lamine, mais comment ça va yo surtout si émission commencé bu... Allô, je l'entends. Man yow bima commencé wax ak yow rek nga commencé sax. Boy, je suis encore malade, je suis en convalescence. Alors liggéeyu ba léegi. Je suis malade. Man sank ba léegi yaa ngi wax lépp normal mais ma jël parole rek nga commencé di sëkkat ci Lamine. Ñëwati naa de. Pourtant j'essaie de l'étouffer. Hein.
Mais bonne année à tout le monde. Bonne Merci, année à merci. toute la radio. Merci. À toi, à Richard, à Medoune, à Merci. tout le monde daal vraiment. Merci. boo li ñuy wax li wolof wax boo limee rek da ngay jum mais tout le monde ñuy participer ñuy déglu yëpp ci rajo bi on vous souhaite une très bonne et heureuse année. Merci. Voilà ñu koy souhaiter ñëpp. Merci beaucoup, toi aussi. Mais Lamine, je vais te saluer, je vais te féliciter hein, Uh-huh. parce que xam nga maa yow xuloo nañu ci affaire u troisième mandat bi waaye C'est vrai. man la non Lamine yow bàyyi sa lii di la kii mais Lamine je t'applaudis hein, franchement parce que man bi ma déggee le ministre de la justice parler man si la pare Sénégal mais léegi wuy ma Lamine avant may kii naa bëgguma yàgg tey ah neel Sophie neel Sophie ak sa waajoo yi nga invité woon keroog xam nga nee nañ ñu ñibbi nee na ñun ñoo njëkk ñi maax yow ñoo njëkk ñi bi Sénégal Ouais. léegi nañ ko def tour de rôle noonu nañ dem man demuma man ñibbi naa nee naa leen man dem maa njëkk dem Lamine c'est moi qui ai pris mes affaires nee leen bi ma paree sama diplôme France damaa pare rek jël samay bagages ñibbi Sénégal C'est vrai. ne je vais aller travailler pour mon pays wallahi lazi Ouais. ah léegi nee leen léegi nañ ko def à tour de rôle maa yow dem nañu léegi nañ ñeneen ñi dem tout le monde ne peut pas Voilà, partir. jeex na dégg Voilà. nañ message bi. Mais non, Sophie dem ak ton invité là parce qu'il a prononcé mon nom dis à ton ami Makhtar là de retourner au Sénégal. Kooku kan la? Nee ko Xamatuma moom ko na bàyyi sax. Paris. waaye dama fàtte le gars là que tu avais invité il y a 3 semaines là je sais pas son nom. Bon, ça va, il se reconnaîtra. Le Parisien là dis-lui de rentrer au Sénégal s'il vous plaît. S'il fait pas de la politique il n'aura absolument rien c'est dommage. Sacré bâtard. Yow moom. Non, mais Donc, c'est bàyyi la vérité, kenn. Lamine, Madame Babi lan lañ jàngal un chat est un chat il faut l'appeler par son nom non. Tout à fait. Voilà. Donc vraiment Lamine, le pays va très 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 mal. Essence mi ngi yokk tey tey lay yokk à 18h essence xaw ma gasoil. Waaw. Le président a augmenté l'essence, le gasoil, lekk tout. Gis nga Lamine, sérieusement le gars là xam nga ne dafa yónni gars yi xoolal boo xoolee toutes les émissions télé radio il parle du président à un droit à un troisième mandat. Mais Lamine di président bi waxoon na ça c'est mon premier mandat si su fekkee ni kii ngeen ma moom moo wax de man waxuma damay jottali rek. Ouais, il a écrit bu dans son fekkee livre. wóolu il dit- ngeen ma bu fekkee ni wóolu ngeen ma 2019 ngeen yokkal ma 5 ans moo ko calculé 5 plus 7 égale à combien c'est lui qui a dit tout Ben, mais on écoute, répète que seulement on va essayer de retrouver d'ailleurs ce qu'il avait dit encore. Et on le met. Lamine retrouve ça xoolal man du ma fi nekk tey di bëri vraiment damay seetaan yenn émission yi mais vraiment je suis fâché neel Sophie nag ak waa yooyu man ñibbeewu ma je suis là. Bon, ça va, il a bu fekkee entendu. ni voilà bu cooki bi amee foofu man sama yoon nekku si nag franchement damay dem récupérer tu sais que nee leen sama doom dama ko jëlee Canada yóbbu ko Sénégal pour mu jàngi foofu yow xam nga si dara mbir xam na si dara Tout à fait. voilà ñu ngi Sénégal di jàng elle est canadienne ici bu ñàngee ba ñàng ma dem récupérer ko ñëw tegaat ko fii Bon. coow li jeex Allez, jeex na, ça voilà va. life is good. Merci. waaw bàyyi ma Sacré nuyu gars yi bâtard. Lamine à bientôt Allez, jaajëf. Ciao. all right. Ciao. Voilà, donc merci Matarli, toujours moom égal à lui-même, hein, donc toujours di dal ci kaw ñi nga xam ne ànduñoo ak moom wala ku cité turam rek Matar moom dal sa kaw quoi. Richard, tu veux donner un message parce que j'entends les téléphones. Oui, c'est un message de Christine, notre fidèle auditrice, à qui on souhaite une très belle et heureuse année 2023, pleine de Tout à santé fait. et de bonnes choses. Alors, elle nous cite une phrase d'Épicure et elle nous dit « Alors, tous les biens que la sagesse nous procure pour le bonheur de la vie tout entière, voilà, le plus grand de très loin est l'amitié. » Ah, bon. Donc, encore une phrase philosophique de notre chère Christine, à qui nous souhaitons une excellente année 2023. Donc, je pense, je fais quand même aussi, Richard, bon, tu vois, j'ai envie, il y a la toux qui arrive, je le bloque pour que Matarli ne dise rien, mais je suis obligé de tousser. Eh oui, je ne suis pas totalement encore rétabli. Mais voilà. Donc, du coup, je pense bien sûr à notre, j'ai parlé dédicace à nos amis, mais je pense aussi à nos chroniqueurs. Matarli, donc, qui vient de raccrocher du Canada. Je pense également à Medoune, donc Medoune Diène depuis Toulon, le professeur Momar Sokhna Diop, donc notre professeur de Paris.
nous avons Sophie Diagne, donc voilà, qui nous appelle donc du côté de Bordeaux, Mme Thierno Birahim Dien, donc du côté de Paris maintenant. Voilà, il y a comme nous commentaires de waxé ku lim djoum. Mais je voudrais revenir vraiment sur ce qui se passe au Sénégal. D'ailleurs, je rappelle qu'il y a une marche exceptionnelle aujourd'hui à Paris, place de la Bastille, pour tout simplement la libération du journaliste Pape Alé Niang qui est actuellement encore en prison. Voilà. Et d'ailleurs, sa vie serait en danger car il ne s'alimente pas, il ne veut pas aller à l'hôpital, il reste en prison pour tout simplement contester contre son arrestation arbitraire et illégale. Voilà. Et en ce moment, Richard Macky Sall, j'ai l'impression qu'il jouit d'un état de grâce indescriptible. Le président Abdoulaye Wade a vu toutes les couleurs avec nous. Et quand je dis avec nous, c'est avec bien sûr les Sénégalais du Sénégal, mais aussi avec nous les Sénégalais de la diaspora. On ne lui a laissé aucune pousse de parcelle face à un sentiment de monarchisation que nous avons eu. Mais aujourd'hui, les Sénégalais dans la diaspora, comme je l'ai dit, et même au Sénégal, vraiment j'ai l'impression qu'ils sont tétanisés. Nous sommes tous tétanisés devant le président Macky Sall. Et je pense qu'il est temps, il est absolument temps que le peuple incite, mais vraiment par force, le président Macky Sall à se prononcer sur sa non-candidature. Sur sa non-candidature pour un troisième mandat, parce qu'il va mettre le pays sens dessus. On l'a dit. Quand on entend Richard, je ne sais pas si tu as pu me retrouver donc, ce que le ministre de l'Intérieur, ce que le ministre de la Justice disait la fois passée, parce qu'on est passé maintenant du ni oui ni non à tout simplement à une candidature qui s'affirme de plus en plus vers un troisième mandat. On est en politique, nous ne sommes pas des bananes, nous ne sommes pas des gens sortis du néant. Le président de la République, bien sûr, tout simplement ne se prononce pas, mais il laisse ses lieutenants, voilà, ce qu'on appelle des ballons de sonde, voilà, tout le monde se prononcer. Parce que nous sommes dans cette année électorale. Et aujourd'hui, à 1 an de l'élection présidentielle, le Sénégal est dans le flou le plus total, car tous les potentiels candidats, mais je dis tous les potentiels candidats, ont une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. On prend Karim Wade. Karim Wade est au Qatar et il attend tranquillement et gentiment une amnistie que le président déjà a prononcée. Khalifa Sall, l'ancien député maire de Dakar, il a déclaré sa candidature, mais lui aussi, il attend une amnistie, sinon il ne pourra pas être candidat. Ousmane Sonko, Richard, il a déclaré sa candidature. Maintenant, il a compris, je pense, pour aller maintenant faire de la communication à l'international. C'est pour ça hier, il a parlé sur RFI France 24. Mais Ousmane Sonko aussi n'est pas encore candidat. Il attend son procès. Comprendra qui il veut, mais Macky Sall a un seul objectif dans cette vie-là, c'est d'éliminer Ousmane Sonko. Et jusqu'à preuve du contraire, moi je le dis, et de la manière la plus simple possible, Ousmane Sonko n'est pas encore candidat. Et Macky Sall et son gangor, Macky Sall et sa justice, mais ils feront tout leur possible pour l'éliminer. Et Ousmane Sonko, qui a compris ça, commence à aller dans la communication, parce que Richard, il a 2 boucliers, Ousmane Sonko. Hein. Le premier bouclier, c'est tout simplement le peuple sénégalais. Et il l'a su, hein. Au mois de mars 2021, si le peuple sénégalais ne s'était pas mis bouclier, Ousmane Sonko, aujourd'hui, on n'en parlerait plus. Et le deuxième bouclier, c'est sa communication à l'international. Il a compris en 10 ans, quand il disait que man douma bokk ci système, douma lal ci système, des choses comme ça, mais il évolue. Aujourd'hui, il sait que s'il est en dehors du système, il n'arrivera jamais à ses fins. Et oui, il est rentré dans Yewwi Askan Wi. Je ne vais pas m'adresser à la France, à l'international. Non, on a encore des réalités qui sont là. Même si il a démontré hier qu'il va falloir du gagnant-gagnant, pas des moutons de Panurge, pas des tortues devant la France. Il a démontré que non, il faudra du gagnant-gagnant. Parce que ce n'est pas anodin que les journalistes français lui parlent de la Russie. La Russie est en train d'arriver en Afrique. Et Ousmane Sonko aussi, sur ce plan-là, a été clair. Donc, comme je vous ai dit, aucun candidat potentiel aujourd'hui est encore candidat.
Même quand on prend Barthélémy Diaz, l'actuel maire de Dakar, parce que Barthélémy Diaz pourrait être un recours si, par exemple, Ousmane Sonko est empêché, ou si Khalifa Sall est empêché. Mais lui-même, Richard Barthélémy Diaz, il a aussi un procès, enfin, il attend le verdict sur l'assassinat dont il est accusé. Et lui aussi, à tout moment, il pourra être, en tout ça, condamné. Même on voit de nouvelles candidatures qui arrivent. Mimi Touré, l'ancienne première ministre, elle a déclaré sa candidature il y a quelques jours. Et tout de suite, on lui a mis l'inspection générale d'État sur le dos, pratiquement en l'accusant d'un détournement de 2 milliards de francs CFA. Donc actuellement, j'ai dit, à 1 an de l'élection présidentielle, on n'a aucun candidat. Macky Sall lui-même, qui est le maître du jeu, président de la République, perché sur son trône avec sa justice, son désir et sa volonté et son coude. Oui, le dossier. Le président Macky Sall a pris tout un pays en otage. Sans oublier, bien sûr, je l'ai dit, les arrestations à n'en plus finir, comme le journaliste Pape Alenia, le professeur Cheikh Omar Diagne, le rappeur Karim Khouroum Khatch, on a les administrateurs autour de Ousmane Sonko, Fadila Keïta, etc. Une vingtaine de Sénégalais et de Sénégalaises qui croupissent en prison pour leurs opinions politiques à l'antipode de la vision du président Macky Sall. Voilà, donc aujourd'hui, le pays est bloqué et pris en otage par notre président de la République, Macky Sall. Et je pense qu'à un moment donné, il va falloir aller au-delà. Comme disait Victor Hugo, toute révolution devrait commencer par une réforme du dictionnaire. Allez comprendre, comprendra qui voudra. Richard, on a des auditeurs qui attendent, je crois. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, Lamine, comment tu vas? Bonne année. Ça va, ça va. Ah, Djedja, Nakamu. Ça va, Lamine. Ça va bien. Ben, bonne année à toi aussi. Merci. Voilà. Richard, je vous souhaite tous bonne année et à tous les auditeurs, bonne et heureuse année. Merci Didia, bonne année aussi à toi. Cette année, je ne sais pas si elle sera bonne pour le Sénégal, mais bon. En tout cas, c'est le 2011 bis qui se répète et qui va être encore plus dur. C'est sûr, ça va être compliqué. Voilà, donc c'est l'histoire qui se répète. Donc, comme je dis toujours, donc on est toujours les Sénégalais, les mêmes Sénégalais, on dit des choses, on les répète, donc c'est l'histoire qui se répète encore, quoi. Et que, bon, pour une fois, au moins, en tout cas, il y a quelqu'un qui suscite l'espoir au Sénégal, donc qui est Sonko. Et j'espère que le peuple sénégalais ne va pas laisser Macky Sall faire ce qu'il veut. Ah, Macky Sall, tu y es là, oui, mais qui Sénégalais la rek nguur dafa neex daal. Donc et puis comme Ablaye Wade niñ doon wax ne naan bon oui, il n'a pas fini son travail, il lui faut encore 5 ans. Donc c'est exactement la même chose qui se répète avec Macky Sall, parce qu'il croit qu'il n'a pas fini et que il lui faut encore du temps, ou bien bon, il veut protéger ses arriérés, des trucs comme ça. Donc bon, en tout cas, bon, j'espère que ça va pas marcher et que comme à Ablaye Wade, il va quitter par la petite porte, je sais pas. Et c'est dommage et c'est triste. On n'est pas obligé, mais bon. Oui, mais bon, je crois que Lamine, on est parti pour on est comme ça dans non le mel, donc quand il y a car en tout cas une fois qu'il est installé, donc ici c'est neuf le dal même avec Ousmane Sonko, mais Ousmane Sonko il peut être le meilleur président. Mais le système, c'est pas un homme. Le système, c'est sénégalais. Il y a un système sénégalais qui est là. Donc, que Ousmane Sonko soit le meilleur président qu'il vient, tant qu'on ne combat pas ce système qui est sénégalais, comme je dis, on ne s'en sortira pas. C'est l'histoire qui se répète. Donc, de toute façon, Ousmane Sonko... Oui, mais on a quand même une constitution. Ouais, mais, même s'il y a un système, il y a une constitution qui te dit 2 mandats et tu t'en vas. La constitution, c'est les hommes qui le font. La preuve que Ismaël Madior qui disait que nul ne peut faire deux mandats, puisqu'il est dans l'autre cas maintenant, il dit autre chose. Donc, est-ce que nous on ne se respecte pas? Il n'y a personne qui respecte sa parole, il n'y a personne qui est digne de confiance, quoi. On se demande, bon, à qui faire confiance, quoi. À qui faire confiance? Donc moi en tout cas, ce que je pense que Sonko, il est en train de vivre une expérience
avec Ziguinchor. Je parle de Ziguinchor parce qu'il y a le cas des étudiants là qui est vraiment qui est évident, qui est tellement évident que c'est comme ça que fonctionne le Sénégal. Donc des étudiants qui revendiquent des choses auxquelles ils n'ont pas eu droit, en tout cas qu'on leur a accordé en politique et qui les revendiquent maintenant et qui sont prêts à mettre le feu parce qu'on leur il y a des gens d'avoir derrière. le privilège. Donc je crois que Sonko, il n'a même, pour moi, il a dit non, mais il est en train de fléchir. Parce qu'il devait être catégorique sur ce cas-là. Parce que c'est un exemple vraiment élucidant au Sénégal qui est là. C'est comme ça qu'on fonctionne. Dès que tu touches à un privilège qu'une personne avait, et il se révolte et il veut mettre le feu. Donc, s'il réussit en Casamance, on peut lui confier le pays. Mais si à Ziguinchor, déjà, s'il ne réussit pas à établir l'ordre là-bas, c'est juste une vie. Donc, est-ce que le pays pourra le faire? Donc, le problème, ce n'est pas un problème d'offre, c'est un problème de système qui est là, qui est sénégalais. Et ce qui se passe à Ziguinchor, ça se passe dans toutes les villes. On est comme ça. Donc, quand je dis le problème des Sénégalais, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes les Sénégalais. Voilà, c'est la réalité. C'est la réalité, on vit ça au jour le jour. Demain, tu touches à un privilège de quelqu'un d'autre, mais c'est ça, il va mettre le feu parce que et il sait qu'il n'a pas droit à ça, hein, mais il est dans le tort, mais il va se révolter parce que bon, c'est son privilège, quoi. On s'en fout de l'intérêt général, on ne s'occupe que de l'intérêt des particuliers, des individuels. Donc bon, en tout cas, préparons-nous parce que 2023, ça va être l'année de. Ça c'est sûr. De tous les dangers, parce que bon, les gens vont lutter, on va lutter avec nos moyens. Mais bon, voilà, je sais que ce ne sera pas la guerre, mais bon, en tout cas, donc, ce sera vraiment... Ce ne sera pas loin et les hostilités, là, voilà, ça va être très très chaud et on le sait. Tout le monde a son épée de Damoclès. Mais il faut se battre, il ne faut pas se baisser les bras. On n'a pas le droit de baisser les bras. Donc, Macky Sall, il est comme tous ses prédécesseurs. Je veux dire que c'est le fils d'Ablaye Wade. Hein? Donc, ce qu'Ablaye Wade a fait, lui, il le fait en pire. Il le fait en pire. Il nous a déçus parce que vraiment, bon, moi je l'ai soutenu et je le revendique au moment où je le faisais avec des arguments. Mais actuellement, depuis un moment, je vous ai dit que je n'ai plus d'arguments pour le soutenir. Donc voilà. Donc il n'a qu'à se ressaisir, ils sont en train de faire de la provocation. Donc ces partisans sont en train de faire de la provocation. Oui, il a droit, tel le soutien, mais bon, c'est parce qu'ils ne se respectent pas, ils ne respectent pas le peuple sénégalais. Et c'est juste le peuple sénégalais qui doit se faire respecter. Je dis, en tout cas, ce qui reste du peuple, quoi. Donc, voilà, je m'excuse d'être long, mais... Non, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup, Djeja, merci. Voilà, merci. Merci, au revoir. Voilà, donc, Richard, si tu peux nous retrouver ce que Ismaël Madior Fall disait. Et moi, je pense que la justice, c'est dommage, parce qu'on n'a que la justice sénégalaise pour pouvoir rattraper le coup sur certaines choses. Et là, j'aurais aimé que le procureur de la République, voilà, puisse s'autosaisir sur tous ceux qui se prononcent en faveur d'un troisième mandat. Parce que Yémen le Macky Sall rek day yomb. Mais tous ceux qui viennent ici nous dire qu'il a droit à un troisième mandat, il faudrait qu'on prenne le sabre ou je ne sais pas quoi, qu'on aille les chercher, qu'on aille les arrêter, etc. Mais on ne peut pas le faire. Parce que tout simplement, le président de la République ne s'est pas encore prononcé. Mais c'est l'hypocrisie, la fumisterie. Il est derrière, il actionne les boutons. Voilà, les seconds couteaux, là, tous les seconds couteaux se prononcent, y compris, mais un ministre, mais tu ne sais plus à qui faire confiance. Richard, fais-nous écouter Ismaël Madior Fall, le ministre de la Justice, ce qu'il disait. C'est la période des visites de prise de contact pour les personnalités qui viennent d'occuper de nouvelles fonctions ministérielles. Mais c'est aussi le moment de parler actualité avec surtout le débat sur l'éventuel troisième mandat du chef de l'État. Et sur ce point, le doute n'est plus permis. Vous savez, la Constitution du Sénégal c'est le ministre de la Justice du est Sénégal. très claire sur la question et ne laisse place à aucune interprétation. L'article 27 de la Constitution dit « Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. » Je vais répéter la phrase. Nul
ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Je vais répéter la phrase une troisième fois. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Est-ce qu'il y a place à interprétation? L'affaire Khalifa Sall. Voilà. Donc il n'y a pas interprétation. Ça, c'est le ministre de l'Intérieur, Richard, qui le disait avant la veille, enfin à la veille de l'élection présidentielle de 2019. Il l'a répété à 3 reprises. Nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Voilà, maintenant, on est en 2023, à la veille de l'élection présidentielle de 2024. Il a hérité du ministère de la Justice. C'est lui-même qui avait, en tout cas, il fait partie, c'est pour ça qu'on l'appelle tailleur de la Constitution, qui avait taillé la Constitution en 2016 pour le président Macky Sall. Aujourd'hui, il change son fusil d'épaule. Il a renié tout ce qu'il avait dit. Et Richard, fais-nous écouter. Sénégal, ñii dañoo jóg ne président Macky Sall sa liggéey rafet na jig nga Sénégal gis nañu li nga def ci koom-koom bi gis nañu li nga liggéey ci infrastructure gis nañu li nga liggéey ci wàllu santé gis nañu li nga amee yërmande ci couche vulnérable de la population di leen jàppale ñu ne ko liggéey bi nga def yépp dañoo bëgg nag nga continuer sa liggéey mu am ñeneen ñu jóg ne bëgguñu nga def 3e mandat président Macky Sall nag ne président Macky Sall ne politique la ñu nekk politique nag terrain la politique mobilisation la politique représentativité la politique ay nit la majorité des Sénégalais suñu taxawee takku ne président Macky Sall dañoo bëgg nga continuer dinañu mobiliser woteel la 2024 nga nekk candidat nekkat président de la République. Voilà la même personne qui a parlé. Si vous avez reconnu, la seule chose qui a changé, Richard, c'est que cette fois-ci, il parlait en Wolof. Voilà, nul ne peut faire plus de mandats consécutifs, il le disait en français. Et dans cette semaine, ce que tu as entendu, il l'a dit en Wolof, en disant que si vous dites que le président Macky Sall doit faire un 3e mandat, on va le soutenir pour qu'il soit encore président de la République. Voilà un tout petit peu cette manière dont on fait la politique au pays. Mais je vois, Richard, il y a 2 personnes qui attendent, donc on va à l'antenne. Allô? Oui, Lamine. Oui, bonjour. Comment va, Lamine? Ça va. Seigne Bira, Nakamo? Ça va, alhamdulillah. Ça va, tranquille. Naka activité? Ça va, alhamdulillah. Ouais, mais dama doon woote déjà pour souhaiter nit ñi meilleurs vœux. Bonne année suñu chroniqueurs yeeg diaspora beeg tout le monde vraiment. Parce que dañ nekk ci système boo xam ne war nañu xoolaat bu baax li ñuy def. xoolaat bu baax li ñuy wax. moo tax may dellu si toujours rek naan ngor dafa baax ci dëkk. ngor ak jikko yooyu bu rafetee rek dëkkin mën a neex mais boo déggee lii Ismaïla Madior Fall wax ni man bokk j'ai honte pour lui. waaw boo gisee fa mu jëm j'ai honte pour le Sénégal donc foog ñu xoolaat bu baax ñan la ñuy dénk suñu dëkk c'est très important yooyu nag ay waxaat la rek mais li naan le dernier mot appartient aux Sénégalais waaye la ma mës a wax toujours nañu bàyyi xam ne ñi ñu amal affaire amuñu ngor ñi ñu amal affaire amuñu wóllëre ñi ñu amal affaire ay traître lañu. Voilà le mot que je peux dire en toute sincérité. kon nag nañu bàyyi bu baax la ma waxoon au départ gis nga bu ñu bàyyee Sénégalais yi ne ñoom ñoo war a juger seen bopp nañu def la ñuy wax statistiques yu leer nañ ci affaire carte d'identité yooyu nga xam ne mës ni fi am te kenn indeegu ci ay leeral ba léegi sondage yooyu ñu waroon def pour xam fan la Sénégalais yi nekk kan mooy le vrai Sénégalais kan moo am carte d'identité bu baax kan moo war a mën a voter yooyu buñ ko waxee ba pare ñu teg liste électorale bu leer ñu mën a dem élection loolu buñ ko deful lu ñu bëgg ñoom ci dëkk bi dinañ ko am parce que xam naa li may wax lan la ils sont très dangereux te dañu am seeni faible. Voilà en tout cas lu weesu loolu nag maa ngi delloo njukkal sama compatriotes yi ci mel ni ñoom Medoune ñoom Matar Birame bu pareek fàttewuma kenn daal li nga wax sànq ku lim juum waaw parce que ñooñu
ñooñu moom vraiment ñoom Sophie tout ça sama sœur bi ñoom moom daal bon xam nga booy wax da ngay wax ak émotion. c'est sûr c'est sûr. ñi ki wax ak ñoom doo ànd ak sax sa sago parce que dañu nekk ñoo xam ne duñu ay góor. voilà le mot man je le dis hein. dañu nekk ñoo xam ne duñu ay góor te lu mel noonu boo ko amee nag il faut faire très attention. mais nag le Sénégal restera toujours le Sénégal. ça c'est sûr. waaw ay guerre ak ay xeex ak yooyu waru fa am. dañu jàpp suñu dignité am suñu ngor am suñu addu. merci loolu daal laa ci mën a yokk ci année bi tey ñaan jàmm nag te ñëpp nekk ci jàmm. merci beaucoup merci sëñ Bira ci kaddu yu rafet yi merci et puis Richard je vois que ça sonne de partout on prend le dernier le dernier et puis y a plus personne bon ben ça va donc Kadhafi tu es là. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Lamine, Balmaar. Balnala. Les Yabal de Veneti, Feke Deven. Feke Deven, vous voyez. Oui, Lamine, je présente rapidement mes meilleurs vœux à tous les sportifs sénégalais qui évoluent en France et partout dans le monde. Qu'ils soient fiers de leur pays d'origine, qu'ils gagnent tous les trophées, quel que soit footballeur, handballeur et partout. Donc, Lamine, avant de rapidement, je ne sais pas quelle mouche a piqué un Sénégalais là-bas en Italie. Je ne sais pas si tu as lu l'information, comme quoi il a fouetté son fils avec un câble électronique. Lamine, oui. Je ne sais pas si tu as lu l'information, il y a un Sénégalais qui a été condamné à 10 ans là-bas en Italie parce qu'il a fouetté son fils avec un câble électronique. Donc, on ne sait pas ce qui a poussé cet homme à faire ce geste ignoble. Donc, voilà rapidement, Lamine, pour vous signaler qu'en football, il y a la CHAN, c'est la compétition des locaux. Le Sénégal prend part à cette compétition qui se déroule là-bas en Algérie du 13 janvier au 4 février 2023. Donc le Sénégal jouera dans le groupe B accompagné de la Côte d'Ivoire, de la RDC, de l'Ouganda. Donc les Sénégalais ont eu 1 million CFA de participation pour cette compétition. On souhaite aux Sénégalais bonne chance et pourquoi pas gagner ce trophée qui leur manque à leur palmarès. Lamine, pour vous signaler rapidement qu'il y a un Sénégalais qui est malheureusement malheureux là-bas du côté de la NBA pour le basket américain. Il s'appelle Goran Dieng, donc son contrat est résilié. Figurez-vous qu'il a déjà évolué dans 4 clubs, à Minnesota, Memphis, à Atlanta. Lamine, je souhaite rapidement, Lamine, je fais une dédicace et j'embrasse beaucoup à Sidi Diallo qui revient du Sénégal. Et j'embrasse très fort la famille de Ould Madiop de Liberté 6, à mes amis journalistes, Lamine, Jérôme Diouf, Omar Dia, Abdoulaye Diao, meilleurs vœux à eux. Merci beaucoup, merci Kadhafi. Richard, on a notre chroniqueur que nous venons d'avoir. Et oui, donc les lignes sont saturées, donc on le prend très rapidement. Notre chroniqueur depuis Toulon, Medoun Diène. Alhaji Lamine, nangadef. Seigne Medoun Nakamo. Écoute, on va aller très vite en attendant, on aura l'opportunité, meilleurs vœux à tout le monde. Par contre, je commence par te dire free à Cheikh Omar Diagne, free à Haram Khourokhak, free à Pape Alendiaï, free à Atouman, free à tous ces gens qui sont aujourd'hui des otages politiques. Lamine, je voulais te dire que cette émission a tout son sens et aura tout son sens tout au long de l'année. Et je pense que tu as aussi fait de manière, sans t'en rendre compte, tu as inauguré une nouvelle méthodologie. Parce que moi, maintenant, je te somme tous les mois de me faire un dossier. Un dossier parce que franchement, ce que tu nous as fait avec Richard la dernière fois était de haute facture. C'était un reportage franchement digne des plus grands reportages de journal ou de télé dignes de ce nom.
Donc je pense que maintenant, il va falloir, je ne sais pas si ce sera trimestriel ou semestriel ou mensuel, mais il va falloir que tous les mois, que tu réfléchisses à ce concept où tu prends un grand dossier et que tu nous fasses ce que tu nous as refait. Donc je ne vais pas être long parce que je sais que derrière il y a le timing, il y a tout. En tout cas, meilleurs vœux à tout le monde, bonnes et heureuses années et on aura l'occasion encore de reparler politique. J'ai beaucoup de choses à dire sur Ismaïla Madior, mais bon, restez à l'horaire. Voilà, on le fait. Allez, bis. Par contre, j'espère que tu as bien entendu ma demande. C'était quoi la demande? Par rapport au grand dossier que tu dois... Oui, tout à fait. Non, mais ça va. Écoute, en tout cas, merci. D'ailleurs, je vais y revenir parce que, Richard, effectivement, ce que Medoun est en train de dire, Richard, c'est samedi dernier, on n'était pas là. Hein, et tu as concocté, je vais dire, parce qu'il faut rendre à César ce qui lui appartient, tu as concocté un excellent travail. Et Richard, je n'ai jamais reçu autant de messages. Finalement, les gens, ils préfèrent qu'on s'absente plutôt que d'être là. Et oui, et par exemple, il y a des messages genre très belle rétrospective, bravo à toi Richard, bravo Lamine, Chikao Chikanam. Voilà, un autre, parce que je les avais compilés. C'est vraiment un très bon document rétrospectif des événements. Si j'étais un écrivain ou journaliste ou investigateur, il serait mon prochain livre. Oh, c'est gentil ça. Voilà, et merci vraiment les gars pour ce superbe reportage. Dans ce résumé, on a la réponse à tous les problèmes du Sénégal. Voilà, ça nous va vraiment droit au corps. J'ai reçu énormément de messages comme ça pour le travail, Richard, qu'on a fait, que tu as surtout monté samedi dernier. Oui, vraiment, merci à toi et encore très bonne année à toi. Merci beaucoup et merci aussi à Clément qui nous a programmé pile poil cette diffusion. Bon, en tout cas, merci à vous tous. Merci à Sidi Diallo donc, qui nous écoutait aussi depuis son village au Sénégal. Et merci à mon ami, à notre ami Kadhafi Junior, le plus comorien des Sénégalais, vraiment toujours présent parmi nous. Kadhafi, bonne année. Bonne année Lamine, bonne année Richard, à tous les auditeurs auditrices de Plateau du Sénégal. Soyez toujours au rendez-vous chaque samedi de 11h à 12h30. Et chaque dimanche aussi avec toi, avec Momodou, de 13h à 15h. Diaspora deuxième mi-temps, à qui on fait une grosse dédicace. On souhaite une bonne année à Mamadou Ndiaye. Voilà. Et aussi, j'embrasse très fort la maman de Lamine, à ses enfants, et je lui souhaite une très très bonne année. Merci beaucoup, merci à toi. Allez, Richard, et à samedi prochain. À samedi prochain, Lamine. 04 91 08 28 10. From dub to roots to reggae rockers, steppers, you know, as we do say. Philosophie, il faut l'action. Voilà, bonne émission et à samedi prochain.